Madame, Messieurs, merci de suivre ce numéro de kiosque, le tout dernier de la semaine. Tout de suite, je m'en vais vous lire les grandes lignes de l'actualité dans la presse écrite, le journal paru ce vendredi 21 avril 2023. L'agence congolaise de presse, ACP, a titré mine l'union des parties prenantes recommandée pour assainir les secteurs extractifs en République démocratique du Congo. C'est les titres à la une de l'agence congolaise de presse. Alors, Congo Nouveau aborde un autre sujet écrit. Le président de l'Assemblée nationale s'apprête à livrer la loi Tchani au débat à l'Assemblée nationale. Ce journal, donc Congo Nouveau, dénonce un plan machiavélique de Christophe Mbosso. La République écrit. Qu'est-ce qui a pu s'est passé pour que ces textes maintes fois rejetés par le bureau d'études de l'Assemblée nationale soient alignés dans les calendriers de l'actuelle session? C'est le journal La République qui signale toujours en sa manchette que KTB Katoto menace de poursuivre en justice Noël Tchani pour propos calomniés. Alors, un autre journal, c'est plutôt les sites en ligne Ouragan qui doutent de l'organisation des élections à la fin de cette année électorale. Électoralement, constate le journal, plus rien ne permet de croire à la tenue de la présidentielle en décembre de cette année. La CENI peine à payer son personnel et sa première opération de révision du fichier électoral s'est plantée. Au plan politique, l'union sacrée n'est pas rassurée. Les frêles propos du président du Sénat sur l'avenir du pays dégonflent tout optimisme, même du côté de l'opposition. Ils sont encore à la mise en place d'une méga plateforme électorale à même de contrer Félix Tshisekedi. Voilà, et puis cette mise au point du président de l'Assemblée nationale relayée par Casse Info dans sa dernière communication sur les dossiers loi Tchani, Christophe Mbosso fait savoir que la proposition de loi Tchani énerve la Constitution. Voilà, ce sont là une de la presse ce vendredi 21 avril 2023. Nous avons 3 invités, 2 sont déjà là avec nous. Maïgardi Diana, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à mes co-débatteurs, surtout Eric Izami. Voilà, Eric Izami est également là. Bonjour Eric Izami. Bonjour madame, bonjour à Mike Gardidiana, un frère, et bonjour à tous nos téléspectateurs et pourquoi pas nos auditeurs qui nous suivent par devers la radio. Voilà, avec mes 2 invités, nous allons aborder la communication du président de l'Assemblée nationale hier, Christophe Mbosso, au sujet de la loi Tchani. Cette loi avait déjà été rejetée dans le bureau d'études qu'il avait qualifié d'anticonstitutionnelle. Si le député Tingui Pouloulou s'entête, la loi sera passée au débat. C'est à la plénière de décider de son inconstitutionnalité. Voilà. Et un autre sujet, c'est la sortie officielle de l'Union sacrée. C'est le 29 avril prochain au stade de Martyrs avec comme slogan « Soyons de bon côté de l'histoire avec Félix Tshisekedi ». Plus de 500 partis et recoupements politiques seront donc au rendez-vous au stade de Martyrs. Et la question électorale, avec ses doutes qu'a émis le journal Ouragan, sera également analysée avec mes invités. Je commence à ma gauche avec Eric Izami. Eric, on débute par quel sujet? Le propos de Mbosso, et pourquoi pas les élections et tout ça, tout dépend de vous, je suis là. Alors on commence par des élections, parce que je sais que vous êtes expert de ce côté-là, vous y attelez un peu plus. Les élections, ce journal Ouragan qui doute de l'organisation des élections. Vous êtes d'accord avec ce journal? Non, douter, ce n'est pas mauvais. Mais c'est pour moi, je crois, Ouragan, ça fait, j'en recommande. C'est peut-être une manière pour lui de pouvoir aiguiser encore une fois la bonne volonté au niveau de l'organe organisateur des élections qu'on appelle la CENI ici chez nous. Mais dire que les élections n'auront pas lieu, bon, je ne sais pas ça. En tout cas, il n'y a que Dieu qui puisse dire ça et que nous puissions nous fléchir. Moi, je sais qu'il y aura élection. Parce qu'à ce que je vois, aujourd'hui, je l'ai dit, je répète encore une fois, je ne vois pas qui peut oser vouloir priver aux Congolais ces droits-là de pouvoir aller choisir les différentes autorités à différents échelons. Parce que je constate que
la CENI, qui se trouve être l'arbitre qui devra arbitrer le match, a fait son boulot et puis ça va se poursuivre. Les élections, avais-je dit en son temps, c'est l'expression du fonctionnement de la République, du pays. Chacun de nous a sa partition et nous invitons que chacun puisse jouer sa partition et ça va aller. Je prends ici un cas. On a évoqué, il y a plusieurs sujets au niveau du Parlement notamment. Une proposition ou un projet de loi ne devient loi véritablement que lorsque celui-ci ou celle-ci a été examiné au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat, et puis lorsque c'est en conformité avec la loi fondamentale, on envoie au niveau de la présidence de la République pour être promulgué. Mais nous attendons tous la loi portant repartition de nombre de sièges par circonscription électorale. Qui tarde. Ceci est fonction du nombre de gens qui se sont enrôlés selon que l'on est dans X ou Y coin de la République. Nous avons 145 territoires. Et de nos 145 territoires, je suis en train de noter qu'il y a 7, si je ne m'abuse, qui n'ont pas été visités par la CENI. Pourquoi? Parce qu'il y a des poches d'insécurité. Il y a Rutshuru, il y a Nyiragongo, il y a Masisi pour le Nord Kivu, il y a Djougou, il y a Irumu, il y a Mahagi pour l'Ituri, et puis il y a le Kwamut pour le Maïndombe. Je crois que ce sont là les coins qui n'ont pas vu venir la CENI pour déposer les différentes machines, les différents matériels pour enrôler les gens, et on verra comment. Et puis derrière, là, on aura aussi besoin de la sagesse du Parlement national pour nous dire qu'est-ce qu'on devra faire de ces différents coins du pays qui n'ont pas vu venir la CENI. Mais aujourd'hui, là, dire aux gens qu'il n'y aura pas élection, pourquoi? Les gens évoquent notamment le non-paiement du personnel, ils parlent même du fichier électoral qui serait planté. À cela, on reviendra sur mes propos quand j'ai dit à chacun de jouer sa partition. À qui revient le devoir de pouvoir payer les agents qui travaillent au niveau de la CENI? C'est le gouvernement. Il y a un engagement au niveau du budget, il y a l'ordonnancement au niveau de finances, il y a le décaissement au niveau de la Banque centrale. C'est au gouvernement de pouvoir activer. Ça ne sera pas de l'apanage de la CENI, au cas où il y aura ces problèmes-là. Que chacun joue son rôle. Ce ne sont pas là des signaux négatifs. Pardon? Ce ne sont pas là des signaux négatifs qui démontrent que... Évidemment, ça craint. Ça craint par rapport au futur, voilà. Justement, ça craint. Mais malheureusement, dans notre société, lorsque malheur arrive dans ces genres de chapitres, on fera porter les chapeaux à la CENI. Je suis sérieux ici. Non, non, non. Il faudra faire la part des choses. Nous, par exemple, on nous demande d'apporter la bonne information fiable, vérifiable à nos populations. Et nous nous tuons à ne peut-être pas dormir. Toi, là, j'imagine que pour préparer ton émission d'aujourd'hui, tu as été notamment en train de suivre Kadi Mbosso, Kadi X, Café X, Y et tout ça. Tu suis. Pourquoi? Parce que tu voudrais être devant ta population, devant notre population, lui dire ce qui se passe. Et ça sera jouer ton rôle. Mais que le policier fasse autant, que le militaire fasse le sien, etc., etc. Les députés, les sénateurs, les gouvernements, que chacun joue sa partition. Et ça va aller. Sinon, ça sera terrible. Moi, je suis en train d'imaginer. Imaginez, et c'est un peu d'imaginer qu'il n'y ait pas élection en 2023. À qui incombe la responsabilité? Mais à ceux qui nous dirigent, en ce moment-là, c'est le gouvernement. Parce que chez nous, la personne qui pilote la politique nationale, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est le gouvernement national qui doit, lui, apporter des solutions aux problèmes qui sont exprimés. Là, on ne va pas incriminer Denis Kadima, comme c'était le cas avec les autres présidents, Nanga ou d'autres qui sont passés avant lui. Mais ça sera compliqué. Et lui, en son temps, j'imagine qu'il va dire, lorsque j'avais publié la feuille de route en février 2022, je crois vous avoir dit, attention, pendant que j'ai publié la feuille de route, je vous dis que déjà si à X temps, on ne vote pas Y loi, si à Y temps, on ne me donne pas autant d'argent, il y aura des problèmes. Je vous avais déjà prévenu. Après la feuille de route était intervenue la publication du calendrier électoral qui est venu le 26 novembre 2022. Et puis, quelques mois après, c'était le 24 décembre 2022 qu'on avait lancé la vaste opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'était une mutualisation. D'un côté, on identifie, de l'autre, on enrôle. Identifier pour que demain, on puisse nous donner des cartes pour citoyens, pour que nous soyons comme autrefois avec nos parents, avec la carte d'identité en accordéon qui était de couleur verte. Et puis, l'enrôlement qui servira rien que pour la partie qui est réservée aux élections. Maman, mais ne pas faire ça, je crois, ça sera compliqué. Quelle réponse on va donner aux Congolais? Alors, regardez, Dana, vous avez la même lecture par rapport aux doutes qui planent hein, de part et d'autre par rapport à la tenue des élections. Ici, on évoque le non-paiement des agents de la CENI et puis les opérations qui, selon le journal, plantent. Merci pour la question. Je crois que le doute de Jean-Louis Coumondé est un doute, à mon sens, très logique, parce que depuis le départ, j'ai pris le soin de dire aux gens que
Dans les différentes contraintes qui pèsent ou qui planent sur la CENI, il y en a deux types. Il y a le contraint d'ordre légo-technique et le contraint d'ordre politique. Dans le contraint d'ordre politique, je vois également les questions d'alimentation en termes numéraires, en termes de financement. Ça, c'est un problème, c'est une contrainte d'ordre politique. Et je crois aujourd'hui que je veux revenir sur un élément essentiel. Si on va dans le contrainte d'ordre légo-technique, on se rendra compte qu'à ces niveaux-là, sur l'approche technique, cette CENI s'attelle à pouvoir répondre, corriger et pouvoir respecter le délai imparti par elle-même. Je dis bien par elle-même, parce que la feuille de route émane justement des considérations et d'observations techniques venant de la CENI, avant de pouvoir respecter le délai imparti par la Constitution. Maintenant, le problème, c'est que dans la dimension légale, on parle ici de la loi sur la répartition de sièges. Je poserai la question, est-ce qu'à ces niveaux ici, vous pensez qu'on a déjà trouvé un moyen de faire l'unanimité sur la nouvelle proposition de la loi électorale? Ça, c'est une question qui plane encore. Et vous vous rendez compte que dans cette trilogie, la difficulté, le problème n'est plus cette CENI-là. Le problème devient justement cette classe politique. Qui finalement, je ne sais pas pour quel besoin. Si c'est les gens qui sont autour du chef de l'État, je vais leur répéter cette phrase. Le chef de l'État ne gagnera rien en glissant sur les questions d'ordre électoral. Je le dis bien, ils doivent le savoir. Parfois dans la vie, quand on veut agir, il faut tenir compte de la personne, de l'histoire et du passé. Le pouvoir en place ne gagnera rien en cautionnant le glissement. Ils vont garder leur poste. Ils vont continuer à percevoir de l'argent. Bon. Non, en termes de salaire, hein, voilà. Je ne suis pas sûr de pouvoir me permettre, peut-être naïvement, de croire qu'à ces niveaux, les grands esprits penseraient à un salaire de 2 000, 3 000 $ pour pouvoir glisser. Parce que, réfléchissons par l'absurde, si le problème est une question d'argent et de glissement, je crois qu'en tant que pouvoir, on est africain, ils ont tout le moyen de contrainte pour pouvoir prolonger leur pouvoir, et surtout que dans le contrainte au niveau légal, ils ont encore la possibilité de briguer un deuxième mandat. Un homme sage s'attellerait à pouvoir passer à autre chose et conserver l'image, que de pouvoir ternir l'image pour de besoins qu'on peut avoir en faisant autrement. Si c'est vraiment ce qui se passe dans la tête, je crois qu'ils font fausse route. Mais, sur la question électorale aujourd'hui, ce qu'il faut dire à l'ensemble de la population, c'est que il y a des difficultés. Aujourd'hui, la réflexion au niveau de l'opinion nationale, c'est que devons-nous nous servir de la jurisprudence des élections de 2018? Qu'est-ce que je dis? De 2018, de 2016, où on est allé aux élections en laissant derrière nous certaines circonscriptions pour des raisons d'ordre sécuritaire, où aujourd'hui on a ce besoin de pouvoir aller de manière intégrale. Si on a élargi la notion de la légitimité du pouvoir en permettant à ceux qui se sont constitués autrefois comme une force, la diaspora, de pouvoir y participer, est-ce qu'à ces moments ici, ça serait œuvre utile de pouvoir exclure ceux qui sont dans la partie Est? À ces niveaux-là, la réflexion est là. C'est là où je dis, quand la question a été posée à Denis Kadima, il vous dit, à ces niveaux-là, ce n'est pas de l'essor de la CENI de pouvoir décider. Parce que nous, on a mais c'est possible par rapport à la situation. Nous, on a des hypothèses. Et surtout qu'on a une jurisprudence qui a déjà été faite avant. On est parti comme ça, sans ces coins-là, et puis on est revenu récupérer par la suite. Mais le problème, c'est que c'est quelle politique qui va en discuter? C'est ça la grande question. Quel type de politique? Où amènerons-nous le débat? Ça sera un débat interinstitutionnel ou extra-institutionnel? C'est à ces niveaux-là qu'on devrait réfléchir pour pouvoir sauver le meuble. Mais malheureusement, on est dans des débats ad hominem. Je comprends pourquoi. Parce que aujourd'hui, quand on parle de questions électorales, ce n'est pas une question unanime, surtout dans la classe politique. Il y a ceux qui estiment qu'aujourd'hui, ne pas avoir les élections est une occasion pour pouvoir. Vous savez, même, je vais vous choquer, même beaucoup de gens qui vont adhérer à l'Union sacrée, certains savent que sur le plan électoral, on n'a pas de quoi faire valoir notre force. Il faut être à ces côtés-là. Quand viendra le moment du dialogue, on espère pouvoir autre chose. Espère avoir droit à accéder à la gestion de la République. Et c'est valable pour ceux qui sont à l'opposition. Il y a de ceux qui chantent la journée, on veut les élections à temps, mais en réalité, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est le glissement. Parce qu'ils savent que dès lors qu'on aura le glissement, même dans le schéma, même dans les éléments de langage, en tant que politique, ils sont regardis. Je vous avais dit tel, ils ne sont pas capables de faire ceci, et le politique, ça va profiter de tout cela. En gros, ici, le processus électoral risque d'être victime des orientations et des ramifications d'ordre politique.
Et je crois que la seule personne qui peut sauver cette situation, la personne morale, c'est le pouvoir exécutif. Faire en sorte que la CENI soit dans le priorité. Je sais que la question sécuritaire est une priorité, mais faire en sorte que la CENI soit la priorité des priorités. Et faire Elle n'est pas prioritaire, hein, la façon dont vous voyez. J'ai l'impression que non. Parce que si déjà cette CENI-là, avec un budget presque réduit à moitié du budget de Corneille Nangaa, semble avoir encore des problèmes de financement et de décaissement, ça veut dire que cette CENI n'est pas prioritaire. Si cette CENI-là, jusqu'aujourd'hui, on arrive encore au niveau de parler pouvoir de l'impayement des agents en interne, ça veut dire que cette CENI-là n'est pas prioritaire. Et à ce stade ici, je crois que la difficulté réside à ces niveaux. Faisons en sorte qu'on ne donne pas des béquilles à ces différents politiques qui s'en serviront pour pouvoir torpiller. Et je crois que s'il y a des gens qui conseillent le chef de l'État dans le sens de pouvoir aller vers un glissement, je dis que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi je dis que c'est une très mauvaise idée? Dans le sens où il est bien de pouvoir critiquer, mais dès lors qu'on a la possibilité de pouvoir agir, il faut faire mieux. Voilà. Alors, les gens attendent le chef de l'État au tournant. Les gens ont l'habitude de vouloir le prendre au mot. Et ça, il faudra l'éviter parce que c'est des choses de nature à créer une dissension entre lui et l'opinion publique qui, jusqu'à aujourd'hui, lui accorde une faveur et une certaine adhésion à un bon niveau. Donc je crois qu'à ce stade ici, s'il y a des politiques qui les réfléchissent en interne comme ça, c'est une mauvaise stratégie. Mais les doutes de Jean-Luc sont logiques. Mais à ce stade ici, si je veux revenir sur les éléments factuels, il n'y a aucune raison, à l'instar de la question d'ordre sécuritaire, qui peut justifier ce problème-là. On est dans une économie aujourd'hui, dans une phase ascendante sur l'approche économique. On a un budget exponentiellement majoré. On a des agrégats économiques aujourd'hui qui semblent indiquer des embellis, même si dans la redistribution, ça pose encore problème pour des raisons qu'on connaît malheureusement. Ce n'est pas un plateau de questions d'ordre économique. En gros, que le pouvoir exécutif sache comment réorienter et donner justement au pouvoir politique le moyen de pouvoir non seulement agir convenablement, mais pouvoir sauver le meuble, parce que la question électorale est à la fois une exigence démocratique et un impératif constitutionnel. Alors, vous avez évoqué dans vos propos, Maître Gardy, des problèmes d'argent, oui, de moyens pour financer la CENI. Et face à la situation sécuritaire, s'il faut prioriser la situation sécuritaire ou les élections, vous direz quoi? On se mettrait d'accord que la question sécuritaire est la priorité avant tout. Alors il faut surseoir les élections. Non, on ne parle pas de sursoir. Un État ne fonctionne pas comme ça. Il faut choisir une priorité. Parce je vous explique. Je vous explique. L'État fonctionne toujours à base des priorités à différentes échelles. Si on devrait dire que, puisqu'il y a question de priorité, on doit surseoir les élections, ben, en fait, arrêtons aussi de pouvoir prendre en charge les salaires des gens, arrêtons de payer les gens. Mais il y a des impayements. Non, mais quel impayement? Il y a des impayements. Les impayements sont dus. Il y a des impayements de mois de mars. Et c'est dû à un problème de trésorerie. Je crois que ça a déjà été expliqué. Moi, j'ai aussi une autre théorie. Je pense qu'au niveau du ministère des Finances, il y a quelques éléments d'abus. Pourquoi? Je peux justifier justement ces problèmes de trésorerie par le fait aussi de pouvoir engager des procédures cavalières dans le paiement de la dette intérieure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. La dette intérieure est payée de manière, j'ai envie de dire, j'avais déjà utilisé le mot cavalière, mais je crois que je vais le répéter, dans le sens où on ne veut pas tenir compte des priorités, mais puisqu'on a des intérêts et qu'on estime qu'on a des pourcentages, il y a des gens, selon certaines indiscrétions, on va même à négocier le 40% du patrimoine de la personne. L'État a votre dette de 1 million, on vous dit cette dette dure pendant 10 ans, nous on peut faire en sorte que vous récupérez, mais à la limite vous allez récupérer 600 000 au lieu de 1 million. Et c'est devenu un deal malheureusement. Et quand vous allez à ces niveaux-là, même la notion de paiement de la dette intérieure doit être calibrée pour éviter à l'État les problèmes de trésorerie. Et je crois qu'à ces niveaux-là, le ministère des Finances, il y a ces genres de pratiques-là qui sont des natures aussi à pouvoir mettre l'État congolais devant des difficultés. Ce n'est pas parce qu'on est l'argentier de la République, parce qu'on est l'ordonnancier de questions de finances, qu'on peut se permettre de pouvoir les réorienter au-delà du timeline défini. C'est une mauvaise orientation. Non, mais je vous dis, même le paiement de la dette intérieure fait au préalable l'objet d'une orientation claire dans cette trilogie, un peu comme Matata l'appelait avant la Troïka. On décide au regard de la trésorerie, on estime qu'à ces niveaux ici, on peut alléger la dette intérieure en payant ceci, en mettant de côté quelque chose. Pas le faire, surtout pas en cette période où l'État
a énormément de besoins, l'État a énormément de priorités. Parce que quand on parle, la question sécuritaire est une priorité des priorités, la question sociale restera une priorité de priorité. Tout est prioritaire. Autant que la question électorale. Donc je crois qu'en tant que l'État, et surtout dans le bond économique qu'on a fait ici, on devrait être en mesure de pouvoir juguler et régler ces problèmes-là. Mais je peux comprendre si de temps en temps, il y a des difficultés dans d'autres secteurs, je peux le comprendre au regard de la question sécuritaire qui est très présente et qui peut exiger beaucoup, mais pas jusqu'au point de pouvoir faire manquer des paiements aux agents de la CENI ou encore de pouvoir justifier, s'aimer le doute sur l'organisation ou pas des élections. Je crois que ce n'est pas vraiment un problème des financements, mais c'est un problème d'orientation et d'ordre de politique interne. Voilà. Merci Maire Gardi. Alors Eric Izami, avec la sortie officielle de l'Union sacrée qui est annoncée déjà pour ce 29 avril 2023, ça démontre que dans les comptes présidentiels, on est prêt pour les élections. Comment? Bon, on le verra sur le terrain. Hein. Le fait d'avoir 500 partis et dire qu'il y aura sortie officielle, dire d'emblée qu'ils sont prêts, on le verra. Mais encore une fois, ça démontre le fait que la CENI ait fait son travail. Et la CENI attend les compétiteurs. Sans moyens. Mais justement, elle aura raison cette fois-là pour dire que moi j'étais là sur le terrain pour vous attendre à venir compétir. Mais si vous ne venez pas, c'est vous qui êtes en tort. La classe politique congolaise pose problème. Maman, pourquoi doit-on faire, pour moi, j'ai dit comme ça, l'inflation de partis politiques? C'en est trop, 500. Parce que sociologiquement, c'est trop. Oui, rien que pour l'Union sacrée, on parle déjà des 500. Okay. Encore faut-il lorgner là où ils ont choisi comme pour que ce soit le lieu de rencontre, le stade de Martyrs de la Pentecôte qui a la capacité de recevoir 80 000 personnes. Ce n'est pas rien. Alors, je reviens à ce que je disais. On fait l'inflation de partis politiques. Et pour moi, c'est pour rien. Parce qu'en réalité, sociologiquement, vous remarquerez que nous tombons toujours sur ce qu'avait préconisé en son temps. Déjà, nous on était des enfants. En 1990, Mobutu. Il parlait des trois branches. Mouvance présidentielle, l'opposition et les centristes. Un peu comme le neutre. Et si on va plus tard, à la fin ici, qu'est-ce que nous avions eu? Nous avions eu Cap pour le changement, avec le président Tshisekedi actuel, et Kamere et compagnie. On avait la Mouka en face, et puis les neutres. Donc ça revient toujours. Alors pourquoi doit-on avoir 1000 partis? Ça fait penser à l'Espagne sous Franco. On a trop de partis parfois qui ne sont que de coquilles vides. Pourquoi ne pas aller avec l'idée de s'assembler et puis créer des grands groupes assez forts? Et puis ces différents partis-là, chez nous malheureusement, ils peinent à pouvoir faire leur rôle, remplir leur rôle. C'est-à-dire éduquer aussi civiquement les sympathisants, les membres, pour qu'eux aussi ils prennent goût, par exemple, à aller aux élections et dans la paix. Parce que les élections, c'est bien, mais nous devons organiser les élections de manière à ce que ça puisse nous aider toujours à préserver notre paix, tant recherchée. D'ailleurs, on est en train d'évangéliser ici que non, il y a certains coins de la République qui ne sont pas encore pris en compte parce qu'il y a des conflits. Et tout ça, bon, 500 partis, ça sera pour... Généralement, nous restons toujours dans l'approche de la politique, hélas, gâteau. C'est-à-dire, ils viennent en grand groupe, chacun avec un parti, parce qu'au moment venu, lorsqu'il y aura partage, que l'on puisse espérer avoir un poste. Et même dans la configuration de la formation du gouvernement au futur, remarque bien chez nous, on est généralement depuis un certain temps en train de faire les ciseaux pour des partis X, Y, pour oui, caser les gens. Autre facilité, le ministère de la Justice. Les droits humains étaient compris dedans. Mais aujourd'hui, c'est un peu scindé, comme pour toujours, tu vois, à force de venir en grand nombre, 500 partis, ils vont venir. Vous pensez vraiment que tous les 500, ils viennent vraiment pour épouser une approche donnée, qu'on pourra apporter des solutions chez nous, que nous puissions avoir l'eau, l'électricité, la route, l'école, l'hôpital, etc., des salaires décemment payés, régulièrement payés, etc. Non, non. Pour moi, ils seront là, on va aller sur le terrain pour aller voir, mais bon, on fait l'inflation, malheureusement, des partis. J'aurais voulu qu'on puisse créer des partis, oui, mais que ce soit des grands groupes forts, et puis des groupes au sein desquels les gens peuvent apprendre, chemin faisant, que si jamais nous réussissons à avoir le pouvoir, nous pensons que dans le domaine de la santé, c'est Maï Gardi Diana qui est outillé pour pouvoir nous représenter. Déjà, vous avez ça en évoluant. Mais chez nous, c'est un peu... On prend les gens parce que... C'est pas une démonstration de force, ça oui, démontre pas que... Chez nous, est-ce que c'est vraiment des partis politiques comme on nous a appris à l'école
Un parti politique a un projet de société, un parti politique viendra demander le suffrage à la population, demander aux gens de les voter parce qu'ils ont X formules à pouvoir apporter dans la société pour faire améliorer la vie. Est-ce que c'est vraiment ça chez nous? Ou que chez nous, c'est plutôt des groupes de soutien, hein, des gens qui se réunissent, non, bon, non, on soutient le chef de l'État, et puis ils y vont comme ça, quoi. C'est vraiment pas des partis politiques à proprement parler chez nous. Très souvent... Vous attendez à quoi, si je peux poser la question comme ça, à ce regroupement de la sortie officielle sur le 29, à quelques mois des élections? Vous attendez à quoi? Bon, nous nous attendons à des gens qui vont venir dire que nous soutenons le chef de l'État. Mais lorsqu'il y aura partage au moment venu et qu'ils ne trouvent pas un poste donné, ils vont quitter encore le chef de l'État. Je prends un cas ici. Il y a quelqu'un ici chez nous qui disait Kabila Totondi, on a noté. Mais on a vu lorsqu'est venu le moment de pouvoir faire, ils sont partis, ils ont rejoint ceux pour lesquels ils étaient contre. C'est compliqué chez nous. Les dynamismes de la politique. Non, non. Les dynamismes devraient l'être aussi dans la manière de faire. Est-ce que lorsqu'on a eu le pouvoir, avons-nous bien travaillé? C'est cela aussi. Alors, Mike Gardi, 29 avril, stade de martyr, avec 500 partis politiques, Union sacrée. Ça démontre déjà que le deuxième mandat des Félix est assuré. Hein. Bon, j'ai toujours dit la démonstration de force en termes de mobilisation populaire n'ont jamais été un élément indicateur très factuel de l'électorat, parce que à ces niveaux-là, c'est une autre dimension. Quelqu'un peut participer au stade, quelqu'un peut être sympathisant d'un mouvement et à la fin des comptes voter autrement. La question de l'électorat est une question qui prend en compte beaucoup de sensibilité. Seulement, je ne veux pas refaire le procès de la culture politique des acteurs congolais, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on va vers les échéances électorales et que la bataille électorale est une question, je l'ai dit tantôt, d'électorat, mais aussi d'opinion nationale. Et que le choix de pouvoir mettre en place, c'est-à-dire créer une certaine homogénéité dans ce groupe Union Sacrée, qui depuis toujours était une mosaïque, on ne savait vraiment pas vers où il partait, qu'est-ce que c'était, comment il fonctionnait. C'est bien de vouloir mettre un peu de la coordination, mais à la fois, et c'est aussi de faire une démonstration de force, parce qu'il ne faut pas oublier, la politique, c'est une question de rapport de force. Il faut qu'aujourd'hui, le monde sache que si cette union sacrée est capable de mobiliser, parce que la représentativité est une question essentielle avant d'aller aux élections. C'est une manière pour eux aussi de pouvoir prouver à leurs candidats, au chef de l'État, de dire que nous sommes encore des partis avec une certaine base capable de pouvoir mobiliser pour votre élection. Donc ça, c'est la vraie politique. Il n'y a pas à dire, mais maintenant le problème, c'est quand il faut rentrer dans le fond. Dans le fond, c'est est-ce que l'union sacrée apporte quelque chose de différent que les différents mouvements qu'on a déjà vus ici, MP, AMP, MP, FCC et autres. C'est ça la grande question. C'est à ce niveau-là que peut-être on pourra prendre beaucoup de temps pour pouvoir revenir sur la mentalité politique. On refait les mêmes histoires, on refait le même spectacle, mais malheureusement cette politique-là évolue. Pourquoi? Parce que c'est électorat. Au nom de qui vous voulez démontrer ce rapport de force vis-à-vis du chef de l'État n'a plus la même culture politique qu'il y a, c'est là, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 ans. Cette population qui est allée pour la première fois aux élections en 2006 n'est pas cette population aujourd'hui. Il suffit d'entrer en contact avec cette population, aller faire, moi de par mon métier de communicologue, généralement je suis en contact avec le sondage et autres, vous rendez compte qu'il y a une nette évolution en termes de perception des acteurs politiques. Elle est mature, cette population. Elle semble gagner un petit peu en maturité. Sa seule difficulté, là, c'est au niveau de l'instruction politique. Cette population sait reconnaître que généralement, la plupart des gens qui viennent avec des discours démagogues. Mais le problème, c'est que comment reconnaître? Le problème, la meilleure des choses à donner à la population, ce n'est pas qu'ils reconnaissent le faux. Mais la meilleure chose, c'est reconnaître le vrai. On peut reconnaître les faux sans reconnaître le vrai. On tombe encore dans la culture du troisième larron comme on a ici. Quelqu'un qui est un outsider qui sort de nulle part, qui essaye juste de bonifier le discours de celui qui était venu avant en faux, et on pense que puisque c'est quelqu'un de nouveau, et que c'est quelqu'un à qui on doit donner le suffrage. Or, la meilleure des choses, je peux ne pas reconnaître le faux. Tant que je sais reconnaître le vrai, c'est une forme de sanction. C'est à ces niveaux-là que cette population pêche. Mais ne vous en faites pas. Les discours, c'est Bayana Polo, Turuliango, Turulata, Bayana Mbong, on va manger, on va utiliser, mais après, on ne va pas voter tous ces gens-là qui sont venus ici et ils n'ont rien fait. Donc, et ils vont voter qui alors? Non, c'est là maintenant, c'est là à ces niveaux-là. Maintenant, le problème, c'est que c'est là où entre en danse un acteur, je dirais, presque anodin. Vous. C'est là où, c'est les enjeux de ces élections, c'est là où votre rôle à vous, d'abord. Pourquoi j'ai dit vous d'abord?
En tant que Nous journaliste. autres après. Vous savez pourquoi? Parce que c'est généralement dans la réorientation de ce genre de tribunes que vous allez nous donner l'occasion, nous, de pouvoir aller dans des orientations précises et remettre un peu de culture dans cette population-là. Leur faire comprendre comment reconnaître, par exemple, sur le pouvoir législatif. J'ai aimé la réflexion d'Éric. Et d'ailleurs, je veux le dire, la faiblesse du pouvoir législatif chez nous émane justement du libertinage qui existe dans l'organisation des mouvements politiques. Le pouvoir législatif est un pouvoir collectif. Ce n'est pas un pouvoir individuel. Vous pouvez être un excellent scientifique. Dès lors que vous êtes dans un système où, dans sa déclaration d'appartenance, ils sont venus pour autre chose, Ah, vous êtes phagocyté, vous êtes pouvez faire avalé. autant de propositions, ça n'ira nulle part. La force du pouvoir législatif, c'est dans l'homogénéité d'un groupe. Cette majorité-là doit être des gens qui réfléchissent de la même manière, qui ont un même courant de pensée, qui ont une même vision, et qui savent juste discuter sur les détails et les sensibilités. Pas discuter sur tout et de rien. C'est à ce niveau-là que vient cette faiblesse-là. Et maintenant, il faut expliquer à cette population qui est un député. Quand vous donnez le mandat à un député, que doit-on s'attendre d'un représentant au niveau du pouvoir législatif? C'est à ce niveau-là que le problème pose. Si on est encore au niveau où la population pense que ces députés-là doivent venir apporter forcément le développement en construction de ponts et autres, on fait fausse route. Il a quel salaire, lui? Il a toute une famille derrière lui. Qu'est-ce que vous croyez de son salaire? Il viendra vous construire un pont? Non, le problème n'est pas là. Son problème, c'est pouvoir trouver les problèmes fondamentaux de cette circonscription, apporter justement les solutions en interne et le reste se fera après. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Un député n'est pas là pour construire. Il existe un ministère des infrastructures pour ça. Lui, c'est en quelque sorte un syndicaliste. C'est quelqu'un qui vient faire un lobbying. Ça, les gens doivent le savoir. Quand on sait que celui-là n'a pour rôle que de pouvoir parler en notre nom, on ne vote pas quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. On le vote parce que c'est quelqu'un de courageux, c'est un bon négociateur, c'est un bon manager, c'est quelqu'un capable d'aller parler au nom de vous, convaincre pour apporter des solutions. Le problème est là. On ne peut pas pouvoir voter quelqu'un sans savoir quels sont les attributs nécessaires pour le rôle qu'on veut lui confier. C'est à ce niveau-là que cette population pêche. Mais sur le rapport, la crise que nous on appelle en communication la crise des politiques, elle est à un degré exponentiel. C'est là où je leur dis, ils auront besoin en tout cas d'avoir des très bons conseillers cette fois-ci. Pas des conseillers qui viendront vous demander de pouvoir rester dans la dimension marketing politique, mais qui vont vous aider justement à pouvoir établir ces liens-là. Allez dire des choses qui sont en connivence à ce que vous devrez faire. Que vous soyez vous-même acteur du développement de la mentalité de la population pour pouvoir permettre à cette population de vous choisir comme il se doit et d'avoir des indicateurs pour pouvoir établir un jugement sur votre travail. Alors, tout à l'heure, C'est ça, la grande vous avez dit que l'histoire se répète. Alors, pour qu'on ne puisse pas retomber dans la répétition, qu'est-ce que vous aurez souhaité à l'Union Sacrée? Comment ils devraient s'y prendre par rapport à leur organisation pour ne pas Je crois que la retomber première dans des les choses, erreurs du passé? Je vous donne l'Union Sacrée en tant que... Bon, je ne sais pas, il faut dire, c'est peut-être une plateforme politique. Mais je crois qu'il y a toujours eu une base. La base de l'Union Sacrée, c'est qui? La base de l'Union Sacrée, c'est l'UDPS, c'est l'UNC. Ils ont battu campagne ensemble et ils ont remporté ces élections ensemble. Maintenant, le problème, c'est de dire, bon, écoute, voilà quand on s'est alliés, voilà la direction qu'on voulait prendre. Voilà ce qu'on pense de la République. Et on produit à ces moments-là, je n'ai pas envie de dire un programme parce que c'est peut-être pas le mot qui convient, mais un calendrier politique qui reprend également les objectifs. Notre objectif, c'est que la prise du pouvoir, voilà ce qu'on veut corriger, voilà ce qu'on voulait apporter pendant le quelques temps qu'on pourra passer en politique. C'est en fonction de ces éléments-là qu'on va s'attirer vers nous les différents partenaires qui voient comme nous, qui pensent comme nous et qui sont une valeur ajoutée. Je prends un exemple. Pour un parti socialiste comme l'UDPS, quand il dit, bon, écoute, qu'est-ce que vous voulez corriger? Parce que le parti qui est venu, le pouvoir qui est venu avant vous était également socialiste. À quel niveau vous vous divisez? Quels sont les éléments qui ont opposé l'UDPS au PPRD? Parce que ce sont deux partis des partis socialistes qui prennent part dans les organisations au niveau international ensemble. Je ne sais pas s'ils continuent à prendre part parce qu'il faut de cotisations aussi. Donc, en gros, dans l'esprit, c'est deux partis qui devraient avoir un même courant politique. Maintenant, pensez qu'à quel niveau on s'est opposé? Est-ce que c'est juste pour des simples questions de faiblesse des résultats? La faiblesse des résultats dans les pouvoirs exécutifs peut se justifier par beaucoup de choses. On peut contester les résultats apportés par l'autre, mais quand on arrive sur place, on utilise la même méthode. Qu'est-ce qu'on veut corriger? C'est en fonction de ça qu'on s'attire des partenaires. On dit, bon écoute, est-ce qu'ici on estime le parti comme... qu'est-ce que je prends comme parti? Le parti comme ECT
de Momad Kitenge ou de Balamagé est un parti qui peut nous apporter, oui, parce que ces partis-là est configuré comme ça. On a l'impression que dans ces partis-là, il y a des intelligences qui peuvent contribuer à ce que nous on fait. Ça devrait être ça, la réflexion. Mais malheureusement, c'est juste parce qu'on est politique, mon cher, union sacrée. Et ils ont choisi un slogan qui peut paraître convenable, mais derrière, il y a beaucoup de surnoisie. Soyons du bon côté de l'histoire, aux Soyons côtés du des bon côté de Félix l'histoire. Tshisekedi. Soyons du bon côté de l'histoire. Mais ils peuvent qu'appuyer leur côté C'est en ce que disant je que dis. c'était le Ils ont bon. choisi un slogan qui peut paraître caustique au départ. Mais si je devrais vous faire l'analyse de chaque mot et de ce qu'ils pensent réellement, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Oh, comment ça? En quelques mots? En quelques mots, j'ai envie de dire, un peu comme la communication de Kagame la dernière fois. C'est ce que nous on appelle de l'anticatastase. C'est-à-dire qu'on vous amène dans une histoire qui peut paraître propre alors que la vraie question, le vrai problème réside ailleurs. C'est-à-dire on détourne votre esprit de quelque chose. Quand on dit soyons du bon côté de l'histoire, derrière Félix Tshisekedi. C'est quoi l'histoire que Tshisekedi veut écrire? Personne ne sera en mesure de pouvoir répondre à cette question-là. Vous en êtes sûr? On peut pas prétendre être derrière quelqu'un qui veut réécrire l'histoire sans vraiment savoir quelle est sa vision de manière très claire, quelle est l'orientation qu'il veut donner. Peu de gens le savent. Dans cette marmaille-là, peu de gens le savent. Voilà, merci Mère Guidani. Eric, vous avez quelque chose à ajouter en passant à notre sujet? Parlons de partis politiques chez nous. Je vous illustre une pensée. Il est incontestable que Patrice Emery Lumumba est un leader. Et il le restait. Il avait un parti politique, MNC Lumumba. Combien de députés avons-nous ici dans notre Parlement qui ont été élus sous la bannière de MNC Lumumba? Aucun. Vous et moi, lorsque nous sommes nés, c'était un père, parti État. Même en étant fœtus dans le corps de notre maman, on a été membre du MPR. Quel est le député qui a été élu sous la bannière parti politique MPR? Ça n'existe pas. Chez nous, généralement, les partis politiques peuvent naître, puis lorsque le leader n'est plus là, ça se meurt avec lui. Autant dans les culturels, et autant dans plusieurs autres choses qu'on a créées ici. Donc pour moi, généralement chez nous, tel qu'on nous a enseigné le parti politique à l'école, ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien, dans notre vie véritable. C'est difficile que de rencontrer des gens qui sont dans un parti politique réellement pour une idée, pour un projet. Chez nous, même dans les élections, là, nous votons un proche, un frère, un ami, quelqu'un que l'on connaît. Mais pas encore au niveau où on vote véritablement quelqu'un qui a un projet et des aptitudes naturelles à pouvoir réaliser son projet. Nous sommes encore loin de ça. Alors c'est comme ça que moi je suis de ceux qui pensent que pour que l'Union sacrée puisse réussir son mandat, par exemple, si jamais il venait à être à rempiler, que de cibler des secteurs de la vie nationale qui peuvent faire en sorte que le Congolais sente un peu sa vie améliorée. Mais plutôt que de dire, non, on va venir apporter toutes les solutions aux préoccupations exprimées, ça sera un tort. Parce que j'ai salué le fait d'ailleurs que l'on puisse revenir au nom, le sigle ONATRA, Office national des transports, parce que c'était devenu SCPT. J'ai lu hier et puis aujourd'hui que non, on a repris l'ancienne appellation, Office national des transports. Figurons-nous, si jamais le pouvoir arrive à réhabiliter, déjà à construire le pont en eau profonde là, des bananes, à réhabiliter Boma, Matadi et même le pont en route, comment on appelle ça, le rail. Quand il décide de revenir à l'ONATRA, celui qui change aussi la forme parce que c'était passé mais cette réforme-là à une société commerciale. Malheureusement, le travail, cette réforme-là n'a rien apporté de substantiel. Ça dit, il faut le faire dans le sens général. Justement, mais pour moi, si le chef de l'État, avec son gouvernement, arrive aujourd'hui à apporter la solution par rapport à l'ONATRA, je vous dis que la partie ouest ici, avec incidence même jusqu'au niveau de Kisangani Boyoma Singamwambe qui est dans la Chopo. Parce que chemin faisant, quittant Kinshasa, on poursuit Bandaka, etc. Plusieurs ports franquis, comme on appelle, il est beau, etc. Ça va résoudre le problème. Beaucoup de problèmes vont être résolus. Et si on cible l'Amiba, qui est dans la partie centrale, je te dis Kassai central, Kassai oriental, Lomami, Sankourou, ça peut avoir des ramifications. Parce que si les gens là-bas sont casés et on réhabite l'Amiba, ça sera une solution pour cela. Et puis, dans le nord, c'est-à-dire la partie nord-est, l'ex-Kilomoto, qui aujourd'hui a pris une partie avec Kibali Goldmez, ça pourra toujours aider. Mais plutôt que de faire croire que l'on apportera toutes les solutions à nos problèmes, non. Et puis, nous aussi, à notre niveau, en son temps, nous devrions être capables de pouvoir dire à notre population, voici X ou Y.
un peu même dans des critériums, aider tant soit peu notre population à pouvoir opérer le bon choix. Parce que sinon, on risquerait d'avoir un Parlement qui a seulement des gens qui ont pignon sur eux en termes de nom, mais pas en termes de travail. Parce qu'ils sont à 500 au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont à 108 plus le sénateur à vie, 109 au niveau du Sénat. Mais croyez-moi, lorsqu'arrive un travail technique à produire pour l'Assemblée nationale, je ne pense pas que c'est tous les 500 qui apportent vraiment la main à la pâte pour que la loi... Merci Eric Izami. Alors, puisque vous nous avez conduit au Parlement, on parle de Mbosso qui a évoqué la question de la loi Tchani dans sa communication de la plénière d'hier. Cette loi avait été passée par le bureau d'études, qui a été rejetée pour inconstitutionnalité, c'est ça. Et si le député Ntingi Poulou s'entête, il est libre, la loi va passer en plénière, ça sera discuté, c'est à l'issue du débat qui est la solution. Beaucoup voient dans cette communication une manière de se ponsopilater, c'est la vie des mains. Voilà. Non, mais il faut que l'on pose un postulat. Déjà que ce n'est pas un projet. On parle du projet lorsque un projet de loi est porté par le gouvernement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas notre gouvernement qui a apporté ce projet au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas non plus une proposition de loi. On parle de proposition de loi lorsque cette initiative est portée par un élu, député national ou sénateur, et il apporte au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat pour que ça soit débattu. Mais ça a été une initiative d'un fils de ce pays, Noël Tchani Mwadjamvita, qui est allé étudier aux États-Unis, professeur d'université, etc. Il revient, il donne son initiative. Et l'initiative de Noël Tchani Mwadjamvita a été endossée par un élu député national, Ntingi Poulou, qui l'a apporté maintenant, cette fois-là, en forme de proposition de loi sur la table du Parlement national. Et puis, on dira X ou Y, on l'a aligné, in fine, sur le nombre de sujets qui peuvent être débattus au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça fait débat, même au sein de la société. Moi non plus, je ne pense pas avoir véritablement la réponse idoine à cette préoccupation. Parce que l'article 10 de notre Constitution parle de notre nationalité. Mais chez nous, la société, elle est comment? Elle est une et exclusive. Telle que moi, là, je suis congolais et je ne peux pas avoir une autre nationalité jouxtante celle que j'ai. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Alors que plusieurs autres Congolais, d'ailleurs, ceux qui sont venus avec le chef de l'État au début du mandat, ceux qu'on appelait la diaspora, nombreux, à ce que je vois, avaient tendance à pouvoir un peu voir dans quelle mesure réfléchir pour permettre à ce que les Congolais puissent avoir une deuxième nationalité. Auquel cas, il faudra changer la Constitution. C'est compliqué. On verra comment est-ce que le débat va être activé. Mais déjà, c'est compliqué. Pourquoi je dis c'est compliqué? Parce que nous-mêmes, Congolais, de père et de mère, ce qui n'est pas toujours mauvais, quand lui dit non, ce n'est pas une loi à la manière où les gens disent c'est la congolité, un peu comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, où on a eu la cassure, le nord et le sud, Boaké, Yamoussoukro. Non, mais c'est un besoin de pouvoir verrouiller certains postes jugés régaliens pour ne le réserver qu'aux seuls Congolais qui ont un père, une mère de la République démocratique du Congo. Dans la mesure où ils ne seront pas dans un conflit d'intérêts au cas où on viendrait à avoir un problème. Je prends le cas d'un monsieur qui aurait un père congolais et une mère rwandaise. Mais si celui-là venait à être chef de l'État et que le Rwanda nous fait des problèmes, il est départagé. Doit-il prendre la part du pays de son père, le Congo, ou la part du pays de sa mère, le Rwanda? Ça dépendra de lui, Ça dépendra. Alors, pour Noël Tchani, il a énuméré un certain nombre de postes. Pour lui, il parle de 250 postes. Je peux donner quelques-uns ici. Le chef de l'État, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, chef MG, c'est-à-dire le chef d'état-major général de l'armée, le numéro 1, le DG de l'ANER, Agence nationale de renseignement, le ministre de budget, finances, défense, affaires étrangères, intérieur, des choses comme ça. Ce n'est pas toujours mauvais. Mais là où ça casse, parce que ces débats, malheureusement, chez nous, arrivent souvent à la veille des élections. C'est ça le problème. Mais moi, je suis rassuré pour avoir suivi les chefs de l'État. D'abord, je l'ai dit en amont, que ce n'est pas porté par le gouvernement. Donc, on prend l'inclusivité, et voyons comment ça va évoluer. Mais nombreux sont nos propres frères congolais de père et de mère qui ont participé à la destruction, hélas, de ce pays. Combien sont-ils là dans l'appareil judiciaire de notre pays qui ont bloqué par exemple le dossier Biak?
Vous savez, la BIAC avait approximativement entre 400 000 épargnants congolais de père et de mère, pour lesquels leur argent est parti comme ça. Pourquoi cet argent-là est parti, n'a pas été payé? C'est seulement parce que nos propres frères congolais ont fait des manigances au niveau de la justice pour bloquer, etc., etc. Que dira-t-on de père Raphaël de la quiétude de Rio? C'était un Belge. Avec l'argent de sa famille, il nous a construit, là où moi j'ai étudié, que j'ai dit qu'ici, et les stades, que je Boussembo, que c'est Raphaël, etc. Il n'avait pas une tribu particulière ici. Peut-être que lui, père Raphaël, c'est loin. Je prends l'un des Saint-Moulin, qui nous a produit plusieurs fois des cartes de notre pays ici. Il a même souhaité qu'il soit enterré ici. Un autre père, père Bifalo, dans les années 70, il avait pris des jeunes gens désœuvrés, il en a fait des jeunes étoilés, il leur a appris de métier à gauche et à droite. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, il y a des gens qui peut-être ne sont pas congolais, mais qui aiment le Congo mieux que eux, nous-mêmes les Congolais. On Voilà, voit Eric ici, on ne paye pas les gens, on complique les gens, etc. etc. En passant, Katebeka Toto Donc, ça fait a porté débat. plainte. Hein. Ça fait débat. Promet de porter plainte. Ça fait Contre, vraiment débat et nous serons éclairés par la lumière parce que qui jaillira de choc des idées. Parce que là, c'est compliqué. Alors, on va finir avec Mike Gardi, avec cette communication de Mbosso. Beaucoup voient qu'il est derrière ça, hein, le gouvernement, avec des raisons par rapport aux élections. Bon, être derrière ça, je ne sais pas. Mbosso est des surcroît un parlementaire. Au-delà d'être président de l'Assemblée nationale, il a le droit d'avoir un avis sur une question. Je crois qu'il a donné son avis, mais le problème, c'est que j'ai perdu la procédure. Quand on dit que cette loi énerve la Constitution et qu'au préalable cela a été vérifié, je ne suis pas sûr qu'une telle proposition devrait revenir et être soumise au débat, si telle est la procédure. En quelque sorte, c'est de l'irresponsabilité. Vous ne pouvez pas dire aux gens que cette proposition de loi-là a été jugée anticonstitutionnelle, mais que finalement, parce que celui qui porte cette proposition de loi est sans tête, vous décidez quand même de le faire passer au débat, alors que nous savons tous que les avis, bon, en fait, je sais que jusque-là, je ne sais pas à quel niveau on parle d'avis, parce que les avis de la Cour sont inattaquables et irrévocables. Si jamais il y a eu un avis de la Cour constitutionnelle, je crois que ce sera un débat clos, on n'y reviendrait même plus. Mais bon, je n'ai, en tout cas à moins qu'on me l'apprenne, je n'ai pas vu un avis de la Cour constitutionnelle allant dans ce sens-là. Quand on dit énerve la Constitution, c'est peut-être un point de vue d'un juriste ou de quelqu'un d'autre, mais pas une décision de la Cour. Donc, logiquement, je crois que c'est au niveau de la plénière, quoi qu'il en soit. C'est comme je dis ici, j'ai perdu la procédure, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, avant que cette loi n'aille plus loin, elle devra être soumise justement au contrôle de la constitutionnalité, avant même sa promulgation. Si elle énerve la Constitution, ne vous en faites pas. Elle sera bloquée à ces niveaux-là. Mais seulement, c'est là où il faut compter sur le bon sens du Parlement. Je vous ai dit tantôt ici que le pouvoir législatif congolais a un peu une maladie, parce qu'on réfléchit juste dans le sens de la déclaration d'appartenance. On ne veut pas discuter sur les questions de fond. C'est pourquoi tu vois des députés un peu plus rationnels comme le feu Henri Thomas Lokondo et autres Yoka étaient très mal perçus, même par leur propre formation politique. Henri Thomas Lokondo. Je suis là, c'est vrai, pour l'appartenance, mais mon rôle, c'est de pouvoir produire des propositions de lois convenables à la République. Si j'estime que scientifiquement, à ces niveaux-là, ce n'est pas correct, je le dirai. Et à ces stades ici, moi, c'est tout ce que j'attends des députés. Moi, je ne veux pas qu'on fasse aussi un peu une sorte de misogynie sur une proposition. Qu'est-ce que je dis? Qu'on ne soit pas opposé farouchement à une réflexion. Laissons les députés discuter d'abord. Voir la multiple possible. Peut-être que là-bas, on pourra bonifier la loi, le réorienter, la rendre plutôt potable aux dispositions constitutionnelles. C'est ça le rôle du débat. Le débat n'est pas simplement ici pour pouvoir cautionner une proposition de loi, mais c'est pour pouvoir amender. Il y aura une commission PAJ après qui se charge de rendre conforme une proposition de loi. Et c'est à ces niveaux-là. Je sais que la crainte est d'ordre politique. Eric l'a dit ici, ça vient souvent à l'approche des élections parce que c'est une loi qui cadre avec les dimensions d'ordre électoral. Quand on parle de la présidence de la République, c'est justement l'idée de pouvoir faire en sorte que dans le prochain jour, qu'on ne laisse pas la place à un étranger comme eux le pensent. Donc l'opportunité sera toujours liée avec l'élection, au-delà d'autres postes comme les postes de carrière comme l'armée et autres. Donc en gros, moi, le gouvernement s'était aussi prononcé, hein, le gouvernement par devers le porte-parole a dit, ce n'est pas le gouvernement qui porte ces propositions de loi, et puis surtout que la position du chef de l'État est connue, on va jouer à l'inclusivité, on ne va pas exclure les gens. Tout le monde sait. Exactement. Mais oui, je ne vois pas pourquoi voilà. À ces niveaux-là, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est... On a beaucoup trop débattu sur cette question. Attendons voir ce que le Parlement voudra faire, et le dernier rempart sera la Constitution.
Si cette loi énerve la Constitution, la Cour est là pour pouvoir mettre out. Mais pour l'instant, je crois que ce qu'on devrait dire sur cette proposition de loi, on l'a déjà dit, on a déjà donné nos avis. Si eux, législateurs, estiment qu'il faut en débattre, laissons le débat évoluer. On veillera sur le travail que ce Parlement, cette plénière aura à faire. On veillera sur le travail des différentes commissions, notamment la PAJ qui doit nettoyer cette proposition de loi et pourquoi pas le Sénat. Voilà, merci Maire Gardidiana, merci Eric Kizami, merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine Kiosque, merci à l'équipe technique Karine Ebebe, Héritier Toubilandou, Moro Nzambe, Urbain Kanyama et au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafola. Nous nous retrouvons lundi. Des Abrés ou Ibenge? Oh, lui-même il fait lundi. À la même heure, bon début de week-end, au revoir.